Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous sommes partis pour une petite heure de webinaire tournant autour de l'identito-vigilance en santé. C'est un webinaire donc qui est réalisé à la fois par le RSQR et sa branche structure régionale d'appui dans le cadre de sa mission auprès de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France. Donc, on vous demande de couper vos micros. Si vous avez besoin de prendre la parole, n'hésitez pas de poser des questions dans la ligne commentaire de Teams et si nécessaire et si vous le souhaitez, le support vous sera envoyé par mail, donc le diaporama en fait. N'hésitez pas à poser des questions. Je ferai un stop au milieu de la présentation sur tout ce qui est, on va voir, identito primaire. Et un deuxième stop à la fin pour discuter éventuellement d'identité secondaire et primaire ou d'autres questions. Alors, on va balayer un petit peu ce qu'est la notion d'identito-vigilance et quelle est son importance. On va définir l'identito-vigilance primaire, donc celle qui est fondamentale, hein, c'est celle qui est prise à l'entrée d'un patient dans un établissement de santé, un établissement médico-social, ou dans la ville, pareil, que ce soit des cabinets de radiologie, des cabinets de laboratoire, et même le cabinet du médecin ou de l'infirmière. Cette identito-vigilance primaire existe et elle doit être réalisée, notamment pour pouvoir relier le nom et le prénom à l'identifiant national de santé, et ainsi permettre la complétude du dossier médical partagé qui nous appartient tous désormais. Donc, on va voir un petit peu comment aller rechercher cette INS qu'on appelle le nouveau référentiel d'identito-vigilance à l'arrivée de l'usager ou du patient. Et puis, on passera un petit temps sur l'identification secondaire avec quelques exemples. On passera aussi un petit temps sur identito-vigilance et informatique parce que on peut très facilement avec l'informatique faire des erreurs d'identité. Alors, juste pour lancer le débat, hein, étude réalisée il y a déjà un bon moment, en 2004, dans un centre hospitalier du Havre, où on se rend compte que les erreurs d'identité concernent 67% des erreurs en transfusion. Alors, 50% des patients portent des noms patronymes existants et les erreurs d'identité concernent 13% des erreurs en chirurgie. Alors, en transfusion, le système ou le process de transfusion étant très élaboré, effectivement, il détecte beaucoup plus d'erreurs d'identité que dans d'autres domaines. Donc forcément, la transfusion est un excellent process pour se rendre compte que l'identité des patients n'est pas toujours la bonne dans les établissements de santé. Je pense que ceux qui travaillent en établissement de santé s'en rendent compte de l'esprit tatillon de l'EFS, mais et c'est eux qui ont raison et pas nous. Alors les homonymes, pour donner un exemple, hein, des Martin, il y en a un bon paquet, des Bernard, des Thomas, des Petits, des Robert, des Richard, bon, des Durand avec un D, avec un T, des Dupont avec un T, avec un D. Donc on a énormément d'homonymes, donc il n'est pas du tout aberrant d'avoir des erreurs d'identité simplement par erreur, par homonymie. D'ailleurs, quand vous travaillez dans un service, dans un établissement de santé, et qu'on reçoit 2 patients au même nom, même si les prénoms diffèrent, on a de fortes chances d'aller faire des erreurs d'identité. Si on regarde les événements indésirables graves qui ont été rapportés à l'HAS, donc c'est vraiment une toute petite fine pellicule extérieure de tous les événements indésirables graves qui arrivent en santé, hein, parce qu'ils ne sont pas tous déclarés, loin de là. On rend compte que le défaut d'identification du patient, donc typiquement l'identito-vigilance, hein, arrive pour 2% dans les événements indésirables graves. On estime que dans les événements indésirables liés aux médicaments, les erreurs d'identité sont beaucoup plus importantes en pourcentage.
Alors, que recouvre cette notion d'identito-vigilance? C'est l'organisation qui est mise en place pour fiabiliser l'identification d'un usager ou d'un patient à toutes les étapes de sa prise en charge. Alors, on parle d'identification primaire quand on parle de la première venue, le moment où là, on va vraiment se poser la question de quelle est l'identité du patient qui se trouve en face de l'accueil, du bureau des entrées, de l'hôtesse d'entrée d'un établissement de santé. Et à partir de là, on va créer un dossier et c'est ce qu'on appelle l'identification primaire. L'identification secondaire, c'est qu'une fois le dossier créé, c'est-à-dire qu'on a rattaché le patient qu'on avait au bureau des entrées à un dossier physique, papier, ou à un dossier informatisé, tous les actes qu'on va réaliser doivent être, entre guillemets, ou doivent porter sur le bon patient. C'est ce qu'on appelle l'identification secondaire. Par exemple, si le patient va au bloc opératoire, avant de faire quoi que ce soit au bloc opératoire, il aura le droit à sa checklist de bloc opératoire qui commence par monsieur ou madame, donnez-moi votre nom, épelez votre nom de façon à ce que on regarde si l'écriture de votre nom est la bonne écriture par rapport au dossier médical qu'on a. Donnez-nous votre date de naissance, votre prénom. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'identification secondaire, c'est-à-dire qu'on rattache un patient à un dossier, soit papier, soit informatique, à une programmation, voilà. Et on pourrait presque parler d'identification tertiaire quand on rattache des actes, voire des outils qui ont été utilisés au décours d'une intervention, par exemple un fibroscope, quand on rattache un numéro de fibroscope à une identité de patient, on pourrait presque parler d'identification tertiaire. Et vous savez que ça, c'est relativement important parce que régulièrement, il peut y avoir des rappels parce qu'on a détecté qu'un matériel, par exemple des sondes de pacemaker, se fracturait. Si on n'a pas une correcte identification, entre guillemets, tertiaire de quel est le patient qui a reçu ce type de sonde, ça peut être extrêmement compliqué de retrouver l'ensemble des patients qui sont soumis au danger de rupture de sonde. Donc, l'identitovigilance recouvre ces trois aspects. L'identification primaire, le nom, le prénom, la date de naissance, le genre et le lieu de naissance, on va voir ces 5 critères après, pour créer un dossier et assurer que ce dossier est bien au bon nom du patient et s'assurer également qu'il n'y a pas dans l'établissement de santé déjà un dossier de créé au nom de ce patient. Auquel cas, on va créer des doublons, ce qui pose des problèmes après pour la gestion et la fusion des dossiers. Et l'identification secondaire, c'est la recherche de l'identité du patient pour tous les actes de soins qu'on a à lui réaliser, de façon à ce qu'on réalise le bon acte de soin au bon patient. Donc, l'identitovigilance, ça concerne tous les documents, avec des documents de bonne pratique qui permettent de bien définir ce processus d'identitovigilance. Ça concerne aussi la formation et la sensibilisation des acteurs, c'est ce qu'on fait là aujourd'hui par ce webinaire. On fait une action d'identitovigilance et ça concerne bien entendu la gestion des risques, puisqu'on a vu qu'un certain nombre de risques étaient en relation avec des défauts d'identité et donc l'identitovigilance. Enfin, cette identitovigilance dans les établissements de santé doit être gérée par une cellule d'identitovigilance et cette cellule d'identitovigilance, elle a de nombreuses choses qui lui sont dévolues, y compris la capacité de donner les droits informatiques quand vous avez des remplaçants, quand vous avez des personnes qui viennent en intérim. Cette cellule d'identitovigilance sert aussi la sécurité informatique de votre système. Alors, je l'ai déjà dit, mais le but de l'identitovigilance, c'est une identité unique pour chaque usager. C'est-à-dire que quand un usager ou un patient
se rend dans un hôpital à Lille, à Perpignan, à Montpellier, à chaque fois, l'ensemble des éléments, des gestes qui seront réalisés dans ces différents établissements doivent pouvoir être attachés au même patient, de façon à pouvoir implémenter le dossier médical partagé. Tant que l'identité du patient n'est pas fiable, n'est pas fiabilisée, et on verra comment on la fiabilise, on ne peut pas partager les informations de Lille, de Montpellier, de Perpignan. Ça reste des informations qui restent sectorisées. Le but, c'est d'éviter les erreurs liées aux soins, de perdre le moins de données connues du patient et d'améliorer son suivi. Parce que bien entendu, si ce dossier médical partagé est correctement implémenté, dans ce cas-là, quel que soit le praticien, quel que soit le soignant, l'infirmière libérale, le kiné libéral, il aura accès au dossier médical partagé et à l'ensemble des données du patient. Et donc, ça permet d'avoir d'emblée tous les éléments nécessaires et de ne pas être obligé d'appeler à droite et à gauche, et donc de donner un soin en toute connaissance de cause. Quelles sont les difficultés rencontrées quand on a une mauvaise identification d'un patient ou d'un usager? Eh bien, si c'est dans un établissement de santé à l'entrée, que le patient est déjà venu et qu'on saisit mal l'identité, vous allez avoir un nouveau dossier. Et ce qui est dans l'ancien dossier, qui peuvent être des éléments majeurs, hein, une allergie, une intolérance, ben vous ne le trouverez pas dans ce nouveau dossier. Et donc, vous perdez tout un pan de l'importance de l'informatique, ou bien vous allez créer un mauvais dossier et ensuite induire une collision. Événement que j'ai vécu il y a moins d'un an et demi dans le service de chirurgie thoracique, où deux patients avaient le même nom, le même prénom, et la même date de naissance, et habitaient à 2 kilomètres l'un de l'autre. Et un était né à Poitiers, l'autre était né à Calais. Et comme on n'est pas allé chercher le lieu de naissance pour valider l'identité, l'hôtesse a vu le deux mêmes noms et a donc fusionné les deux dossiers. Un patient avait un cancer œsophagien, l'autre avait un cancer thoracique, pulmonaire. Donc on n'avait plus qu'un seul dossier avec deux cancers. Très compliqué après parce que pour dissocier les deux dossiers, c'est très compliqué de façon à avoir les bonnes images pour le bon patient, parce que tous les deux avaient eu un scanner. Enfin, voilà. Donc c'est très très compliqué la création de nouveaux dossiers parce qu'on a mal pris en charge l'identité. Les prescriptions réalisées dans le mauvais dossier, si vous avez deux identités très proches, et vous pouvez entraîner des traitements inappropriés. Le rangement d'un compte-rendu dans un mauvais dossier, un grand classique du dossier papier, quand vous faites une relecture d'un dossier papier et que vous êtes en dossier papier complet, très souvent vous allez trouver des documents qui n'appartiennent pas au patient. Erreur de validation d'identité, c'est ce qu'on va voir après. Les doublons, je viens d'en parler, c'est deux dossiers créés pour un même malade, ça dilue l'information, ça empêche de retrouver des informations importantes. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette identitovigilance primaire? C'est le socle de tout. Si vous n'avez pas une identitovigilance primaire parfaite dans vos établissements de santé, dans les établissements médico-sociaux, voire au cabinet, quel que soit le soignant, eh bien votre identitovigilance secondaire, vous pouvez très bien la faire, vous allez avoir des soucis. Alors, pour s'affranchir de tous ces problèmes d'identité qui sont liés rien qu'à l'orthographe des noms, il a été décidé en France que l'identité d'un malade se déclinait sur une information chiffrée qui est l'identifiant national de santé. Alors, c'est quoi cet identifiant national de santé? Cet identifiant national de santé, c'est le numéro sous lequel vous allez être enregistré dès votre naissance. On va voir comment il est composé, mais quand on est en France, à partir du moment où on est déclaré à la mairie, on est immédiatement fiché, il n'y a pas d'autre terme, sous un numéro. D'ailleurs, ce numéro, à votre majorité,
vous allez en récupérer une grande partie et ce numéro va constituer votre numéro de sécurité sociale. Donc, l'identifiant national de santé est le numéro qui va donner une partie de ce numéro, va donner le numéro de sécurité sociale. Et ce numéro-là, comme c'est des chiffres, que c'est non discutable, c'est un 1, un 2, un 3, c'est pas un 3 avec une virgule, un 3 avec un tréma, voilà, un 3 avec un tiret, vous êtes certain que ce numéro sera un numéro unique. Il n'y a pas 2 personnes en France qui ont le même numéro d'identifiant national de santé. Ou alors, et c'est toujours possible, c'est qu'il y a eu une erreur humaine à la base et à l'attribution de ce numéro. Mais la constitution de ce numéro fait que l'erreur est très, 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 très compliquée. Alors, comment est bâti ce numéro? Vous avez tous appris que votre numéro de sécu, si vous êtes un homme, c'est le 1, et si vous êtes une femme, c'est le 2. Donc, si vous vous appelez Dan, Dark, Jeanne, Marie-Cécile, vous êtes de sexe féminin, vous êtes né le 30-05-60 dans les Vosges, à Domrémy, vous allez avoir le numéro 2 comme matricule, puisque vous êtes une femme. Vous allez avoir le 60 comme racine de l'année où vous êtes né, du siècle où vous êtes né. Vous allez avoir le 05 comme mois de naissance et vous allez avoir 88 qui est tout simplement le département dans lequel vous êtes né. Donc, quand vous avez un numéro de sécurité sociale, vous savez, rien qu'avec les 8 premiers chiffres, beaucoup de choses déjà sur un patient ou sur un usager. Ensuite, vous allez avoir la racine du code INSEE, donc non pas du code postal, parce que le code postal est bâti de la même façon, mais du code INSEE de la ville où est né, donc c'est 154 88 154 pour Domrémy. Le code postal peut être un petit peu différent, on n'a pas tout à fait la même chose. Et ensuite, vous avez la deuxième naissance, donc Darc Jeanne était la deuxième naissance dans la ville de Domrémy, le 30 mai 1960. Et vous avez là le numéro de sécurité sociale auquel sont rajoutés d'autres numéros et notamment l'OID, qui permettent d'individualiser totalement ce matricule. Cet INS est unique. Une partie de cet INS constitue le numéro de sécurité sociale, mais le numéro de sécurité sociale, tant que nous sommes mineurs, c'est-à-dire inférieurs à 18 ans, est celui des parents. Donc c'est pour ça que le numéro de sécurité sociale ne peut pas être toujours considéré comme le numéro fiable d'identité. Donc il y a eu tout un grand ramdam depuis les années 2020 pour faire le virage numérique en France et en santé, et cette INS est le socle. Sans l'INS, on ne peut plus rien faire. Je vous ai dit, ça fiabilise l'identité, ça facilite l'échange et le partage. L'utilisation est restreinte à un cercle de confiance d'acteurs, donc social, médico-social, santé, médico-social, tout ce qui tourne autour, ont le droit d'aller rechercher cette INS. Comment est composée cette INS? C'est la petite main qui résume bien avec les 5 doigts, le nom de naissance. J'ai bien dit le nom de naissance, non pas le nom d'épouse ou le nom marital. Le nom marital, le nom d'épouse n'ont plus aucun intérêt dans l'identité des patients. Alors c'est vraiment un écueil parce qu'il y a beaucoup de dames qui ne connaissent plus leur nom de naissance et connaissent que leur nom d'épouse la plupart du temps, ou ne supportent pas d'être appelées par leur nom de naissance. Néanmoins, le nom de naissance étant le seul qui n'est
n'a pas de possibilité de varier, sauf si vous en faites la demande expressive et tout ça. C'est ce nom de naissance qui est porteur de l'identité de la personne qu'on voit. Le premier prénom de naissance également est fondamental et c'est le premier prénom sur le document d'identité nationale et non pas le prénom favori de la personne. Si je m'appelle Dupont Léon Jean et que je supporte pas Léon, qui est mon premier prénom, et que je me fais appeler Jean, quand vous ferez l'identité primaire à l'arrivée dans un établissement de santé, ce sera Dupont Léon et non pas Dupont Jean que vous allez enregistrer. C'est fondamental et ça fait partie des difficultés que peuvent rencontrer les personnes au bureau d'entrée. La date de naissance, elle est fondamentale également, comme le lieu de naissance. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, deux mêmes personnes, même nom, même prénom, même date de naissance, habitant à 2 kilomètres l'un de l'autre, mais un lieu de naissance différent. Et enfin, le genre ou le sexe, qui est le 5e trait. Donc, on a 5 traits fondamentaux. Donc, ces 5 traits sont à recueillir auprès du patient et ces 5 traits sont à vérifier auprès d'une pièce d'identité. Et les pièces d'identité acceptées sont le passeport, la carte d'identité ou un titre de séjour. Éventuellement, les nouvelles cartes de permis de conduire, qui sont des cartes informatisées désormais. En aucun cas, et vous l'avez bien entendu, je n'ai cité la carte vitale. La carte vitale n'a pas de degré suffisant en qualité en termes d'identité. Parce que d'abord, la Sécu ne vérifie pas votre identité quand vous demandez une carte vitale. La Sécu continue à éditer des cartes vitales aux noms maritaux des épouses et non pas au nom de jeunes filles. Et pour les personnes d'origine étrangère dont la date de naissance n'est pas connue, il peut y avoir sur un titre séjour 31 décembre de telle année et sur la carte vitale 1er janvier de l'année suivante ou 1er janvier de l'année précédente. Donc la carte vitale n'est pas un document suffisant pour valider les 5 traits d'identité dont je viens de vous parler. Cette demande de vérification d'identité, les usagers ne peuvent pas s'y opposer, notamment au recueil d'INS. En revanche, derrière, forcément, une fois que le dossier a été créé, vous avez bien entendu toute la confidentialité qui est demandée et qui est un élément majeur d'ailleurs, regardé au décours des certifications par les experts visiteurs. Mais un usager ne peut pas s'opposer à l'utilisation de la recherche et de son identité par l'identifiant national de santé. Alors, comment faire en pratique? En pratique, quand on enregistre et qu'on crée un dossier dans un établissement de santé, médico-social, ou même au cabinet, quel que soit le type de soignant, il est nécessaire de faire le travail que je viens de faire, c'est d'entrer et d'ouvrir le dossier avec les 5 traits dont je vous ai parlé, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance et genre. Ces 5 traits sont vérifiés sur un document d'identité à fort niveau de preuve, donc le passeport, la carte d'identité, le livret de famille pour les enfants, ou bien un dispositif d'identification électronique, mais il faut rester très prudent sur tout ce qui est France Connect, La Poste et compagnie, parce que pour l'instant, le niveau d'identification n'est pas suffisant. En aucun cas, la carte vitale n'est un document d'identité suffisant. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que les soignants doivent connaître.
parce qu'ils peuvent être confrontés déjà à l'absence de bureau des entrées, à avoir à eux-mêmes à créer un dossier, et puis parce que ça fait partie d'une culture sécurité qualité des soins qui est plus que nécessaire, et on peut des fois, en tant que soignant, revérifier la pièce d'identité à l'entrée du patient dans le service ou dans le service médico-social encore plus puisque, en règle générale, on sait que les séjours en médico-sociaux sont beaucoup plus prolongés que les séjours, en établissement de santé classique. Autre élément important quand on a un patient qui est déjà venu ou qu'on fait une recherche pour savoir si un dossier a déjà été ouvert, la bonne pratique est de rechercher sur la date de naissance avec les 3 premières lettres du nom et ou du prénom de naissance. Ne jamais faire une saisie en entier, parce que la saisie en entier entraîne des erreurs d'orthographe et entraîne des risques de recherche inappropriés. Et les 3 premières lettres permettent une recherche relativement large et obligent à aller rechercher la bonne personne, dans la liste, mis en évidence par cette recherche. Les règles de saisie ont changé également. Les accents, les trémas, les cédilles ont disparu. Les noms doivent être rentrés en majuscules. Pas d'accent, pas d'abréviation. Par contre, on garde les traits d'union et les apostrophes. Le nom et prénom utilisé, anciennement appelé prénom nom d'usage, correspond au nom que porte l'usager dans la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas forcément celui-là qui va faire office d'identité primaire. Celui qui va faire office d'identité primaire, c'est le nom et le prénom de naissance. Et c'est là-dessus que doivent être basés tous les documents qui vont être implémentés dans le dossier médical partagé, le nom de naissance et le nom de base de tous ces documents. La date de naissance, c'est sous le format habituel en France et non pas le format anglo-saxon. Et si on a des discordances entre ce que dit l'usager et ce que dit le document d'identité, on renseigne à ce moment-là de manière totalement aléatoire le jour de naissance, le mois de naissance, en fonction de ce qui est inconnu. Petit élément qu'on a vu dans la construction de l'INS, le code INSEE qui sert de chiffre après le département peut être un petit peu différent du code postal. Donc, pour les personnes du bureau des entrées, il y a une codification très particulière dans certains cas. Ce ne sont pas les cas majeurs. Alors, simplement pour vous montrer un exemple, hein, qui arrive relativement fréquemment vu le nom de Lefebvre dans les Hauts-de-France. Votre médecin traitant, il peut dire: «Ah ben, je vois monsieur Lefebvre» et avoir rédigé l'orthographe LFE-BVRE parce qu'il l'a toujours appelé comme ça, qu'il n'a jamais montré la manière dont il écrivait son nom et que sur les ordonnances, le patient n'a jamais modifié ou fait la remarque au médecin traitant que ça s'écrivait autrement. Dans le cabinet de radiologie, la secrétaire l'a écrit comme elle l'a entendu et comme c'est marqué sur la carte vitale qui était mal rédigée. Et puis le chirurgien, lui, il a bien fait son travail, il lui a demandé comment ça s'écrivait. Le bureau des entrées a relevé la pièce d'identité. Vous avez un monsieur qui s'appelle monsieur Lefebvre avec un accent grave, ce qui peut être relativement aberrant, mais qui arrive, et qui est la bonne identité. Et ce patient, donc il va se retrouver au bloc opératoire avec des courriers, au nom de Lefebvre, au nom de Lefebvre et voilà. Donc comment voulez-vous faire un dossier médical partagé, si vous n'êtes pas certain de l'identité? D'où l'importance
d'aller relier tout ça à un numéro unique. Si le médecin traitant avait voulu rechercher le numéro unique du patient, il aurait pris la carte d'identité, il aurait rédigé le nom de la bonne manière, il aurait pris le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, le genre, et il aurait, à ce moment-là, il pourrait relier l'ensemble de son dossier médical qui tient à son cabinet au dossier médical partagé. Voilà, une fois que vous avez l'INS, vous pouvez raccorder le patient de façon tout à fait correcte, quelle que soit l'orthographe de son nom rentré par les différents soignants. Voilà pour ce qui est de l'identité primaire. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Il n'y a pas de questions, je vais continuer sur l'identitovigilance secondaire et l'importance du rôle des soignants dans cette identitovigilance secondaire. Pourquoi? Même si ce n'est pas un soin en lui-même, l'identitovigilance secondaire est absolument indispensable pour mener le bon soin au bon patient. Pourquoi ces choses-là sont importantes maintenant depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années? Moi, quand j'ai commencé, on avait une pancarte avec le nom du patient au bout du lit et on appelait les patients directement, c'est la chambre de monsieur machin. Désormais, tout ça, ça a disparu. On est dans un monde de confidentialité. Vous n'avez plus de pancarte au bout du lit, vous n'avez plus les noms qui apparaissent de façon majeure. Le turnover dans les services, c'est beaucoup plus important et vous avez une place prépondérante de l'informatique. Donc tout ça fait que, entre guillemets, l'humain, la personne physique, a disparu ou du moins a diminué dans la prise en charge et énormément de choses se font par du biais dématérialisé. Et les événements indésirables, eux, rapportent aussi un bon nombre d'erreurs d'identité. Christophe, Oui, je ne sais pas si tu as vu la question dans le chat. Il y a madame Lerat qui demande si on peut valider l'INS quand elle ne correspond pas à l'identité de la CNI. Exemple, deuxième prénom et premier prénom. eh ben, c'est toute une grande difficulté. Je n'ai pas de réponse. Ça, il faut poser la question à Zoé Boutry. Donc, il faudrait donner l'adresse de Zoé Boutry. Ça marche. Ce serait Bah, bien. je transfère l'adresse. Voilà. Ouais. Si vous pouvez Je nous n'ai faire pas la un mail et réponse du pour coup, ces choses-là, mais c'est effectivement, ça fait partie des éléments difficiles à gérer. Ils ne sont pas nombreux, hein, ils ne sont pas nombreux non plus, mais ils existent. mais c'est vrai que oui, on peut retransférer la demande à Zoé Baudry si vous nous la faites par mail, comme ça on peut lui Oui. envoyer directement la demande. Et après, on peut la mettre, on peut l'envoyer à tout le monde, hein, pour que tout le monde ait la réponse. Ouais. Mais si le document, alors je vais faire simple, hein, si la carte d'identité a un premier prénom, je pense que c'est la carte d'identité qui prévaut. Et donc, c'est la carte d'identité qui va raccrocher à l'INS. De toute façon, c'est la carte d'identité qui raccroche à l'INS. Après, si le patient dit on s'est trompé dans mes prénoms, mais la carte d'identité, c'est toujours l'inversion des prénoms qui prédomine, c'est tout. C'est que lui, il pense qu'il y a eu une erreur. En tout cas, à la mairie, il y a peut-être eu une erreur, mais c'est comme ça pour toute sa vie. Ou alors, il faut qu'il demande un changement, ce qui est compliqué. Et donc, dans tous les cas, l'INS va être recherché avec le bon ordre des prénoms. Le seul doute là-dedans, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas d'usurpation d'identité, c'est-à-dire qu'il y ait deux enfants. Alors, c'est compliqué parce que ça doit être deux enfants jumeaux d'une même fratrie et qui ont les deux prénoms inversés. Ce qui est tout à fait possible avec des jumeaux de dire on appelle un Jean-Alain et l'autre Alain-Jean, hein. C'est tout à fait possible d'ailleurs. À cette réserve près. Alors, les erreurs d'identitovigilance secondaire, documents dans le mauvais dossier, j'en ai parlé, voire lettres envoyées à la famille, au mauvais patient, en disant qu'il est décédé alors qu'il est vivant ou l'inverse.
Analyse au mauvais patient, ça c'est un grand classique de tous les services. Erreur d'étiquetage des tubes et la chambre A fait de la température, mais on envoie les hémocultures au nom de la chambre B. Et donc la chambre B voit arriver des hémocultures positives et reçoit un traitement antibiotique. Et comme c'est la loi de l'emmerdement maximal, la chambre B est allergique à l'antibiotique qu'on lui donne. Et comme c'est la loi de l'emmerdement maximal, elle fait un choc anaphylactique et elle meurt. C'est des choses vues, hein, c'est des choses vraies, rencontrées. Donc oui, attention, analyse réalisée au mauvais patient ou bien analyse attribuée au mauvais patient également. C'est-à-dire qu'on ponctionne bien le bon patient, mais on met les étiquettes du mauvais. Ça arrive également pour l'anatomopathologie. On en entend régulièrement dans les médias, un patient qui s'est vu découvrir un cancer, qui s'est fait enlever un poumon alors que c'était celui d'un autre patient, qui aurait dû être retiré. Double conséquence, un patient se retrouve amputé d'un poumon alors qu'il aurait pu le garder, et l'autre patient qui devait être traité a un retard de traitement. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, des processus qui sont désormais extrêmement regardés, mais où l'erreur peut toujours arriver, notamment dans les coloscopies à l'appel, 15-20 coloscopies dans la journée. Il faut vraiment être certain de l'acheminement des résultats anapathologiques des prélèvements faits en coloscopie. Insuffisance rénale, anémie. Les laboratoires, par exemple, sont des fins détecteurs d'erreurs d'identité parce que, notamment les laboratoires d'établissements de santé, puisqu'ils ont un suivi jour par jour des prélèvements. Puis tout d'un coup, ils ont un prélèvement qui est totalement différent, des résultats qui sont totalement différents des prélèvements précédents. Et là, tout de suite, le laboratoire flaire l'erreur d'identité. Les examens de radio, c'est pareil. Prescription au mauvais patient. Ça aussi, les erreurs médicamenteuses peuvent être très souvent en lien avec des erreurs d'identité. Ah, je devais donner tel traitement à mon résident qui était toujours au même endroit à la table, donc je lui ai mis ces médicaments à cet endroit-là, et puis là, ils ont voulu jouer au changement et les médicaments sont restés à la même place. Vous avez une erreur d'identité, même si c'est effectivement lié au fait que les résidents ont changé de place, c'est une erreur d'identito-vigilance. Lors de la prescription, lors de l'administration, voilà. Lors de la prescription, et ça m'arrive, moi, en tant que prescripteur, c'est de prescrire sur le mauvais dossier informatique. C'est pour ça que je vous ai dit que la vigilance et l'identito-vigilance avec l'informatique doit être majeure, parce que on peut très bien se tromper dans le menu déroulant. On pense avoir cliqué sur Patoche machin et on a cliqué sur Patrick. Voilà. Et une fois qu'on a ouvert le dossier, en règle générale, on ne va pas revérifier le prénom et le nom du patient. Donc attention, les menus déroulants ou bien les dossiers déjà ouverts. On quitte son écran sans verrouiller sa session. Quelqu'un passe derrière parce qu'il veut voir quelque chose très vite et laisse sur le mauvais dossier. On revient sur l'écran sans vérifier si le dossier est toujours le même, en se disant ben, ça n'a pas bougé, je viens de quitter 2 minutes, et on a un autre dossier, et on fait une prescription sur cet autre dossier. C'est du classique, c'est de la vraie vie, c'est du vécu. Donc l'informatique, attention, ça sécurise des choses, ça comporte des inconvénients. Lors des transferts, on peut, lors des transferts d'un établissement à un autre, d'un service à un autre, avoir des erreurs d'identité. 2 patients doivent aller en radiologie, un doit aller au scanner, l'autre à la radio conventionnelle. Si le brancardier qui est chargé d'aller chercher les deux n'est pas identito-vigilant, vous avez une possibilité que celui qui se trouve au scanner, c'est celui qui doit avoir la radiologie conventionnelle,
et vice-versa. Ce qu'on a vu dans les événements indésirables, c'est que deux jumeaux qui sont partis d'une réanimation de néonatologie pour gagner un service de néonatologie extérieure, un des jumeaux avait changé de sexe sur le bracelet quand il est arrivé dans l'autre établissement. Et il avait changé de nom également. Après, comment allez-vous chez deux jumeaux qui se ressemblent de façon tout à fait similaire, savoir que l'un s'appelle Alain et l'autre Georges? Compliqué des fois. Donc attention, l'identito-vigilance, c'est quelque chose de relativement important. Et puis, on a de façon régulière des patients qui arrivent à la morgue sans bracelet. Est-ce que c'est bien le bon patient qui correspond au bon papier? Ou bien des inversions de bracelet? Ce sont des choses qui sont vécues, sont des choses qui ne sont pas rares et sont des choses qui sont récentes. Donc, l'identito-vigilance, c'est vrai partout, tout le temps. Et pour les soignants, ça doit être vraiment quelque chose d'important, de prégnant. Et les soignants doivent avoir en tête que l'erreur d'identito-vigilance ou d'identité est toujours possible. Ça doit être obsessionnel. Alors, juste un peu de définition, parce que des fois, en tant que soignant, on s'y perd un peu dans les acronymes des établissements de santé, notamment. Les établissements de santé, quand ils créent un dossier pour un patient, ils vont lui donner, un IPP, identifiant permanent du patient. Donc, c'est pour l'établissement de santé le numéro dans lequel le patient est rentré dans cet établissement de santé. Ce numéro IPP va être relié, si la recherche de l'identité est bien faite avec une carte d'identité et validée, elle va être reliée à l'INS. Et c'est comme ça que vous évitez de créer 10 IPP pour un même malade. Ensuite, quand le patient va venir la première fois et la deuxième fois, on va lui attribuer un deuxième numéro qui s'appelle l'IEP, qui va être le numéro pour le séjour. Et à chaque fois qu'un patient va revenir à l'établissement de santé, on va garder le même IPP, puisque son dossier est fixe, mais on va lui créer un nouveau séjour, et donc un nouvel IEP. Ce qui explique des fois que si vous gardez des vieilles étiquettes dans un dossier, vous ne pouvez pas utiliser ces vieilles étiquettes pour le séjour suivant, parce que l'IEP ne sera pas correct. Donc, il est nécessaire que vous ayez des étiquettes correspondant au séjour actuel et non pas les vieilles étiquettes. Donc, c'est pour ça que je dis qu'un patient dans un établissement ne peut avoir qu'un IPP qui sera relié à un seul INS. Si vous avez 3 IPP qui sont reliés à un seul INS, c'est que vous avez 3 dossiers qui ont été ouverts pour un même patient. C'est ce qu'on appelle des doublons, et ça pollue énormément les services informatiques des établissements de santé. Enfin, la CIV, c'est la cellule d'identito-vigilance dont j'ai parlé tout à l'heure. Je reviens et j'enfonce le clou à nouveau. L'identito-vigilance, ce n'est pas un acte de soin, mais pour moi, ça reste le premier pas de l'acte de soin. On demande l'identité du patient à chaque étape du parcours, chaque soin. Cette demande, c'est je demande votre nom. Quel est votre nom? Quel est votre prénom? Et quand c'est une dame, quel est votre nom de naissance? Je demande d'épeler le nom de naissance pour vérifier si ce nom est correctement inscrit sur le bracelet. S'il y a une discordance, je demande à la patiente ou à l'usager ou au résident si, par hasard, sur la carte d'identité, comment c'est écrit. Si le patient n'est pas capable, je lui demande sa carte d'identité et je vérifie l'écriture du nom sur le bracelet.
pourquoi je dis ça? Parce que pas plus tard que ce matin, dans le bloc opératoire où je travaille, une patiente est descendue avec l'orthographe de son nom incorrecte sur le bracelet. Ça a été dépisté sur la table du bloc parce que l'infirmière qui a fait la checklist a correctement fait son boulot. Quel est votre nom? Comment vous l'appelez? Et la dame a dit, je m'appelle Ducrot avec un C. Elle a regardé le bracelet, elle a vu Ducrot avec un T. Elle lui a dit, vous êtes sûr que c'est bien avec un C? Elle a dit oui, et elle a dit, je me suis rendu compte moi-même qu'il y avait une erreur, mais je n'ai rien osé dire. Or, cette dame, elle est rentrée par le bureau des entrées, donc la personne au bureau des entrées de l'établissement n'a pas regardé l'écriture du nom. Elle l'a tapé Ducrot avec un C, comme Ducrot se décarcasse. Elle n'a pas vérifié la carte d'identité. Les soignants, à l'arrivée dans le service, n'ont pas vérifié, n'ont pas fait épeler le nom, sinon ils se seraient rendus compte. Résultat des courses, au bloc opératoire, pour vous donner quand même une idée de l'ennui que ça peut poser, nous avions des documents pour la transfusion qui étaient Ducrot avec un T. Or, tous les documents de l'établissement sont Ducrot avec un C. Si vous envoyez une demande avec un Ducrot avec un C à l'EFS et une carte de groupe Ducrot avec un T, vous êtes certain que l'EFS refusera la commande. Or, on était dans une intervention avec un risque de transfusion de 80%. Cette dame était sur la table du bloc opératoire. Donc, voilà, l'identitovigilance, c'est le premier pas de tout acte de soin. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et cet exemple-là de ce jour témoigne de l'importance de la psychorigidité que doivent avoir les soignants sur ces phénomènes d'identité. C'est vrai que c'est rare, mais quand ça arrive, c'est une source d'emmerdement majeur. Ce d'autant qu'une fois que la patiente est rentrée sous un certain nom, vous avez débuté des actes, vous êtes obligé, pour permettre une sécurité maximale, de poursuivre sur ce même nom. Parce que sinon, vous allez créer un bordel sans nom. Si tout d'un coup, en plein milieu de son séjour, vous passez de Ducrot-C à Ducrot-T, alors là, c'est un bordel sans nom, parce que vous allez avoir des examens en C, des examens en T, lesquels appartiennent à la dame, lesquels n'appartiennent plus. Voilà, tout va être. Voilà. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on s'est dit, tant pis, on reste en Ducrot-C. On renvoie un groupe sanguin, on renvoie des rails, on récupère les résultats et on commence l'intervention. Et on avait un truc qui était tout rond, tout faux, mais tout était rond. L'erreur était juste, comme aurait dit mon père il y a quelques années. Et on avait un système qui permettait de ne pas faire d'erreur. Et on va attendre sa sortie pour dire, voilà, maintenant tout ce qui a été fait en Ducrot-C correspond à cette dame qui est en Ducrot-T. Et donc le service informatique va passer un certain temps à éliminer ce doublon. D'où l'importance de cette psychorigidité sur l'identité, c'est quelque chose qui doit être incontournable. En dehors de ce fameux bracelet d'identité, de cette identité primaire qui était mal faite, tous les éléments du dossier doivent être identifiés à la bonne identité du patient, surtout si vous êtes sur du papier. L'avantage de l'informatique, c'est que tout sera identifié au bon nom, ou au mauvais s'il est mal rentré, mais tout sera au même patronyme. Les piluliers, les seringues, les poches à perfusion, même si ça paraît des fois aberrant pour les soignants de dire « Ah ouais, pourquoi je vais coller une étiquette avec le nom, je viens juste de la préparer ?» Parce qu'une fois, vous allez juste la préparer, mais vous ne pourrez pas utiliser cette poche parce que vous allez avoir une interruption de tâche et puis vous allez mentalement dire « Ah ben oui, j'ai deux poches, je vais brancher celle-là » et mentalement faire une erreur. On étiquette tout ce qu'on prépare de façon à les identifier au bon nom, à la bonne personne. Régulièrement, on vérifie la concordance. Régulièrement, on vérifie les concordances aussi informatiques. Est-ce que la personne qui est dans la chambre 48 est bien la bonne personne? Ça aussi,
parce qu'on peut très bien mettre dans la chambre, faire une inversion de chambre, notamment en règle générale au démarrage du séjour, mais des fois en milieu de séjour, on peut changer des gens d'endroit. Si vous ne changez pas sur le mode informatique, vous allez faire des erreurs d'identité. Donc attention à l'informatique, attention à la concordance chambre-patient. Je pense qu'on n'insiste pas suffisamment sur cette concordance patient-chambre au niveau de l'informatique. Alors, bien entendu, j'ai déjà parlé du bracelet. Le bracelet d'identité est un moyen de mettre en place un dispositif d'identification. Il n'est pas obligatoire et le patient peut le refuser. Néanmoins, ça reste une bonne solution. Et le bracelet d'identification, ce n'est pas sur le lit qu'il se met, c'est sur le patient. Pourquoi pas sur le lit? Parce que le lit, quand vous êtes dans un bloc opératoire avec 10 lits qui attendent de reprendre leurs patients, de temps en temps, le patient va dans le mauvais lit. Et pour le peu qu'au bloc opératoire, on a coupé le bracelet parce que ça gênait, il était au mauvais endroit, et vous avez un patient qui n'a plus d'identité, qui est dans un mauvais lit et qui risque d'aller au mauvais endroit. Donc le bracelet d'identification, c'est indispensable dès qu'on sait que le patient va perdre à un moment la capacité de répondre à son identité. Pour ce qui est des établissements médico-sociaux, pour ce qui est éventuellement des cabinets, on pourrait très bien imaginer une photographie récente, parce que les gens changent aussi, dans le dossier du résident, de l'usager, de manière à pouvoir identifier correctement ce patient si on a des troubles cognitifs, si on a des choses. Le bracelet, même s'il est bien mis, ne dispense pas de la vérification. Les grandes erreurs qu'on peut faire, c'est se dire « mais le patient, ça fait des jours et des jours qu'il est là, donc on sait comment il s'appelle ». Si on commence dès le début à faire ça, on aura des erreurs. C'est surtout quand le patient va changer de lieu que là, les erreurs vont être possibles. Et puis, on a toujours la concordance entre l'informatique et la chambre. Un conseil aussi, quand vous faites des entrées, même si le bureau des entrées est censé avoir fait le travail, récupérer une carte d'identité, c'est pas mauvais à l'entrée dans le service de refaire le travail. Ce n'est pas qu'on est méfiant du bureau des entrées, mais tout le monde est simplement avec des niveaux humains de fonctionnement, et on sait que l'humain fait des erreurs. Donc ce n'est pas une méfiance vis-à-vis du bureau des entrées que de redemander à l'entrée du service, à l'entrée dans la chambre, à l'entrée dans la résidence, une vérification de la preuve suffisamment solide d'identité, que est la carte d'identité ou le passeport. Pour ce qui est de l'identito-vigilance secondaire, moi je conseille dans les établissements de santé, à chaque prise de poste par les soignants, de refaire cette identito-vigilance secondaire, vérification du bracelet, nom, prénom du patient, voilà, et à chaque fois qu'on a un acte de soin à faire. Christophe, il y a juste une question de Madame Pignon qui demande si le bracelet à scratch chez le préma ou le nouveau-né est un dispositif en règle. Si, Alors, je si peux le m'expliquer, scratch je ne sais pas oui. si vous m'entendez. Oui, on vous entend. En fait, si vous voulez, nous, on avait un problème avec nos prémas, enfin, les tout petits poids, entre 500 grammes et 1 kg. Bon, les bracelets sont effectivement souvent dans l'incubateur et non pas sur l'enfant. Donc, on cherche un dispositif qui permette de l'identifier parce que les dispositifs qui étaient à disposition sont des bracelets trop grands, coupants, blessants pour l'enfant. Donc, Ouais, on a trouvé un dispositif à scratch, sauf que j'ai une collègue de maternité qui disait oui, mais un bracelet à scratch, on peut l'enlever parce que les bracelets habituels avec le petit clips, il faut les couper pour les enlever.
Donc, voilà, nous, d'un point de vue médico-légal, on se demandait si finalement on pouvait utiliser les petits bracelets en mousse à scratch, si on ne pouvait pas nous reprocher d'utiliser un dispositif qui n'était pas sécure. Alors, reprocher, le problème, c'est pas le reproche, on s'en fout. Le problème, c'est d'éviter l'erreur d'identito-vigilance. Oui. Hein, c'est ça. Faut pas, on va pas raisonner, mais on va pas raisonner sur les experts visiteurs qui vont regarder. Le but, c'est d'éviter les erreurs d'identito-vigilance. Maintenant, les bracelets à scratch, vous pouvez les sécuriser avec une toute petite bande de leuco qui empêche le scratch de se détacher. Mhm. Et auquel cas, là, votre bracelet à scratch, il va se déscratcher beaucoup moins facilement. Mhm. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Après, tout dépend ce que vous voulez faire avec le scratch. Si c'est quelque chose d'utile, de manière à pouvoir laver le nouveau-né facilement, de pouvoir l'enlever et le remettre facilement, moi, ça ne me gêne pas. Après, tout est une histoire de conscience des personnels qui vont l'utiliser. Mhm. Voilà. Mais Ouais. effectivement, c'est un vrai problème pour les nouveau-nés, hein. C'est la Mhm. question qui est un grand classique. On met le bracelet dans la couveuse parce que le bracelet, il peut être gênant sur des tout petits bras, des tout petites mains. On comprend, moi je le comprends très bien. Mais Mhm. néanmoins, il est nécessaire quand même d'assurer une identito-vigilance. Et quand je vous raconte l'histoire des jumeaux, c'est quand même moche, hein. Mhm. Quand ils arrivent dans l'établissement secondaire et que on ne sait plus qui est qui, voilà. Alors il y a peut-être 2 jumeaux qui ont plus l'identité qu'ils avaient au départ. Alors c'est sûr qu'ils ont vécu peut-être 3-4 jours avec une autre identité, mais quand même quoi. Quelque part, ça doit traumatiser. Voilà. Oui, et pour alimenter ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au changement de chambre, alors fort heureusement, on n'a pas eu à déplorer pour l'instant d'événements indésirables, mais par exemple, nous, on est dans un secteur de réanimation et médecine néonatale où tous les différents secteurs sont en continuité. Donc, il est fréquent que l'on change les enfants de box. Et ben, c'est vrai que ça nécessite une rigueur particulière parce que on peut très vite, si on n'oublie pas, si on oublie de le faire sur la gestion graphique, on peut très vite faire une erreur Tout à fait. d'identité. Bah oui. Non, mais je raconte pas que des carambistoules, hein. C'est des trucs, C'est un c'est peu, des ouais. trucs que moi je vois, que je vis tous les jours, puisque je suis Ouais. encore quand même énormément dans le soin. J'ai un petit peu un radar, un pif radar sur toutes les conneries qui pourraient arriver. Et je les vois, hein, on les voit. Alors, il y en a qui arrivent, qui sont jamais signalés, ou même dont on ne se rend même pas compte, hein. Il y a des tas d'événements, Mm. entre guillemets, on dit: «Tiens, c'est passé là, mais c'est bizarre, on ne comprend pas» et en fait, à la source, il y a une erreur d'identité, il y a une source de prescription, de choses comme ça. Mais on s'en rend même pas compte. Voilà. C'est que quand quelqu'un dit: «Tiens, au fait, est-ce qu'il n'aurait pas été possible que?» il y en a: «Ah bah oui, ah bah tiens, ah bah oui, c'est une erreur d'identité». Donc oui, non, non, mais il y a vraiment une rigueur extrêmement importante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les nouveau-nés? Est-ce que, il y a peut-être des techniques, alors ça peut paraître un peu grégaire, mais des techniques de marquage au feutre, jaune, avec des couleurs différentes de façon à, qui sont pas, effectivement toxiques pour le bébé, machin. Il y a certainement des choses à inventer. Bah oui, oui, on a creusé, hein, mais c'est vrai que sur le marché, à l'heure actuelle, il n'y a Non, pas c'est grand-chose, hein. sûr qu'on veut appliquer. Alors, le défaut et l'erreur qu'on fait, pour ça qu'il faut partir de zéro, on veut appliquer la méthode du bracelet au nouveau-né. Ouais. Mm. Or, c'est peut-être pas la bonne méthode. Est-ce que simplement un tatouage de couleur, ça dépend combien vous avez de nouveau-nés dans l'unité, hein, c'est toujours pareil, qui permettent de relier effectivement à un bracelet qui serait mis dans la couveuse avec le même code couleur. On peut imaginer, voilà, on met jaune et bleu, bleu et jaune, enfin voilà, vous faites une combinaison de 2 couleurs et ces 2 couleurs se retrouvent sur le bracelet. Ça pourrait être intéressant, hein, Mm. et ça permettrait de corréler et dire: «Tiens, bah, c'est bizarre, les couleurs sur le bracelet, c'est pas les mêmes couleurs que sur le bébé, c'est quoi cette affaire?» Mhm. Voilà. Ok, je vous Bon remercie voilà, beaucoup. une petite C'est vrai idée que c'est comme ça, ça, mais c'est il ce y a que des choses à inventer.
sur l'identification des nouveau-nés, ça je suis d'accord avec vous. C'est ce que je voulais ajouter, en fait. Il ne faut pas se fier qu'au bracelet, en fait. Voilà. C'est toute une culture qu'il doit y avoir autour de l'identito-vigilance que les soignants doivent avoir. Parce que même si on a un bracelet, hein, que ce soit des enfants ou des adultes, on voit trop de soignants finalement qui disent: «C'est bon, le patient il a un bracelet, je lui pose même pas la question de comment il s'appelle, je regarde directement sur son bracelet». Donc non, voilà, que ce soit pour l'enfant, petit ou l'adulte et cetera, il faut vraiment rester sur comment les soignants recherchent l'identité du patient et là, dans votre cas, le nouveau-né. Mais il ne faut pas se fier qu'au bracelet, il faut avoir d'autres méthodes, effectivement. Je vous Et remercie. donc, pour rebondir sur ce que dit Noël, hein, c'est vraiment une vigilance de tout temps. Parce que quand on ne respecte pas les bonnes pratiques, on se retrouve avec des erreurs qui sont parfois graves, hein, et presque toujours évitables. Et le leitmotiv, c'est bien identifier pour bien soigner, c'est vraiment relativement important. Alors, un petit focus pour terminer le webinaire, parce que là, on est déjà au bout d'1h05, 1h10. Identito-vigilance et informatique, ça c'est vraiment un point majeur qui est en train de monter en puissance là, depuis un bon nombre d'années, et notamment le fait qu'un bon nombre d'établissements sont passés maintenant en toute informatique, hein. L'erreur de clic sur la liste déroulante, c'est-à-dire vous pensez choisir, je vous ai dit, un patoche et vous avez tapé sur Patrick, et puis là, c'est parti. Tout ce que vous allez le faire pour Patrick. Jusqu'à un moment où, des fois, on ne sait pas pourquoi, on a une espèce de petite lumière dans la tête qui fait: «Ah, ah mais non, c'est pas le bon dossier». Mais on ne sait pas pourquoi et des fois, on n'a pas la lumière et tout part, vous validez. Et là, si vous avez des soignants qui sont vigilants, ils viendront vous voir en disant: «Ah, mais tu as prescrit pour machin, c'était pour machin que tu m'avais dit ça», et vous rattrapez le truc. Et puis des fois, le truc est pas rattrapé et vous avez les erreurs en disant: «Bah oui, mais j'ai vu qu'il était prescrit, 10 unités d'insuline, pour Patrick, moi je les ai faites». «Mais non, mais Patrick, il en a pas besoin, c'est Patoche qui en a besoin». Et puis le truc est fait, donc il faut rattraper l'erreur, voilà. L'erreur de prescription sur un dossier déjà ouvert, ça c'est quelque chose qui est fréquent maintenant. On quitte d'abord parce qu'on n'a pas toujours, des PC en nombre suffisant, donc plusieurs personnes viennent sur un même PC, sur une même session. On ne ferme pas ces sessions, donc forcément, on utilise, le logiciel qui est ouvert. On dit: «Tiens, il y a un dossier, bon, bah, je le ferme, éventuellement je le valide ou je le valide pas». J'en ouvre un autre. La personne qui est partie, qui n'avait pas validé, qui pensait partir pour 2 minutes, revient au bout de 5 minutes, voit un dossier ouvert, finalise ce qu'elle était en train de faire, pensant être sur le bon dossier, et valide quelque chose qui est sur un autre dossier. Personnellement, moi, j'ai fait l'erreur au bloc opératoire de prescrire des concentrés plaquettaires pour un patient qui était le patient précédent, parce que j'avais relayé quelqu'un sur cette fin de bloc. Il fallait commander des plaquettes. Donc, il se trouve que le logiciel de commande de plaquettes était ouvert. Donc, je ne me suis pas posé de questions en me disant: «Bon, ben, il est ouvert, voilà». Donc, je commande mes plaquettes. Et en fait, il était ouvert pour le patient précédent. Et donc, l'infirmière anesthésiste qui devait passer les plaquettes a appliqué bêtement ce qu'on dit à tout le monde: il faut rentrer le concentré plaquettaire avant de le transfuser, ou rentrer le concentré globulaire avant de transfuser. C'est aussi une barrière pour valider l'identité du patient. Et là, elle me dit: «Bah, tu n'as pas commandé de plaquettes pour ce malade». Je dis: «Si, j'ai commandé des plaquettes pour ce patient, puisqu'elles sont bien arrivées». Elle me dit: «Non, c'est des plaquettes pour le patient précédent». Et donc, je me retrouvais avec des plaquettes qui n'ont pas été passées, heureusement, et tant mieux, et qu'on a pu renvoyer à l'EFS. Voilà, si l'infirmière anesthésiste n'avait pas fait son travail d'identito-vigilance et de barrière en le rentrant avant, on passait un concentré plaquettaire prescrit au mauvais patient. L'erreur de clic sur le numéro de chambre, les homonymes, et des fois on dit: «Ah bah tiens, oui, oui, mais c'est bon, il y a un faisceau concordant, c'est ce dossier-là», et non, c'est pas ce dossier-là. Alors les messages à garder.
La vérification de l'identité est un acte continu de soins, à la fois à l'entrée, où il faut que les personnes d'entrée qui vont ouvrir, créer le dossier, rechercher un dossier d'un patient qui est déjà venu, il faut qu'elles le fassent de façon tout à fait sérieuse avec une pièce d'identité et qu'elles le relient à l'INS. Ça, c'est une chose particulière. Une fois que ce dossier est ouvert et que le patient arrive dans le circuit médical, médico-social, ou bien en cabinet, il faut s'assurer que ce qu'on va rentrer dans ce dossier corresponde bien au patient qu'on a en face de soi ou à qui on va faire le soin. Donc c'est le patient, le bracelet, l'informatique. Et dans les établissements de santé, je recommande à la prise de poste aux soignants de faire ce petit travail-là. Ça rapportera gros le jour où ils trouveront une erreur. Pour chaque acte de soin, prise de sang, voyage en brancard, examen, transfert, le patient, le bracelet, la concordance des deux et la concordance du dossier. Il ne faut pas croire que l'informatique entraîne plus de sécurité que le papier ou qu'avant. L'informatique entraîne de la sécurité sur certaines choses et entraîne des risques importants sur d'autres. Donc, elle est à égalité en termes de risque que les autres méthodes qu'on avait avant. Toujours avoir en tête la possibilité qu'une erreur d'identité peut arriver. Ça, c'est fondamental. Et si on trouve une erreur, mon exemple de ce matin, on la pointe, on la signale, mais on ne change rien. Alors ça paraît un peu stupide, mais c'est la meilleure façon de ne pas entraîner du surrisque. Parce qu'à partir du moment où, au décours d'un séjour, vous allez faire une transformation de dossier, alors là, vous êtes parti dans les emmerdes les plus importantes. Cette transformation de dossier, ce changement d'identité, doit être réalisé à un moment extrêmement calme, bien balisé du séjour du patient ou à la fin du séjour du patient, mais pas en plein milieu, et notamment en plein milieu d'actes qui sont en train d'être réalisés. Et on ne change rien sans être passé par le responsable d'identito-vigilance de sa structure ou la cellule d'identito-vigilance. Voilà. Alors vous aurez dans les documents qu'on peut vous envoyer par mail des exemples. Je ne vais pas tous les passer en revue parce que on va dépasser le temps, mais il y a des erreurs médicamenteuses et des erreurs transfusionnelles qui vous sont décrites et qui vous donnent un petit peu, par exemple pour les médicaments, tous les médicaments sont concernés, toutes les formes de prescription sont concernées, péros, intramusculaire, intraveineuse, dispositifs transthermiques, et je ne parle pas des dispositifs médicaux implantables. Les étapes qui sont le plus impactées par l'identito-vigilance pour les erreurs médicamenteuses, c'est l'administration, bien entendu. Et ça fait partie des never even, des événements qu'on ne voudrait plus voir. Alors on trouve toujours les mêmes facteurs, identification des traitements par numéro de chambre et non pas par nom de patient, interruption de tâches, distribution des médicaments pendant le repas ou aux endroits où les usagers ou les résidents ont leur place habituellement et de temps en temps on change de place. Contrôle d'identité en question fermée, vous êtes bien monsieur Dupont-Léon? Ça aussi, c'est quelque chose qui est relativement dangereux. Alors, une histoire tout simplement qui m'est arrivée à moi, consultation d'anesthésie, j'appelle monsieur Dupont-Léon et un monsieur se lève, me suit et s'assoit. Et là, moi, je suis quand même un peu impliqué dans l'identito-vigilance, je demande son nom, son prénom et sa date de naissance. Je m'appelle Durand Lucien. Je fais, pourquoi vous êtes venu? Il dit, on a appelé monsieur machin, j'avais repéré que vous étiez l'anesthésiste et que je devais voir l'anesthésiste. Personne ne s'est levé, moi je suis venu, j'ai gagné un tour.
Si je n'avais pas, moi, redemandé le nom, le prénom, la date de naissance et que j'avais fait comme mes petits camarades qui ouvrent le dossier avant d'aller voir le patient, ben, j'aurais probablement fait une erreur d'identito-vigilance. Donc les patients, eux, ils vont pas forcément répondre correctement en questions fermées, donc il faut toujours poser des questions ouvertes. Faire attention aux homonymes, aux prescriptions orales ou aux demandes orales. Ah tiens, tu peux m'envoyer le patient pour l'amygdalectomie? Ah oui, mais bon, attention, parce que c'est pas toujours facile, notamment quand on est dans les services d'urgence, hein, où on peut avoir amygdalectomie, torsion testiculaire et on peut des fois se tromper d'endroit à opérer. Ce qu'on entend de temps en temps dans les médias. Notion de nouvel arrivant, étudiant en remplacement, ça c'est relativement important, et les transferts de patients. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais enlever le partage. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, c'est le moment. Madame Pignon, c'était la question de tout à l'heure? Oui, oui, pardon, excusez-moi. C'est la question de tout à l'heure. Donc, c'est bon. Des questions particulières? Eh bien, s'il n'y a plus de questions, on va clore le webinaire. Des remerciements. Voilà, et n'hésitez pas à faire venir d'autres soignants, notamment sur tout ce qui est identité secondaire, hein, c'est vraiment relativement important si on veut continuer à progresser dans la sécurité des soins qu'on donne. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Si vous avez des questions très particulières sur l'INS par rapport aux cartes d'identité, etc., n'hésitez pas à nous les envoyer et nous, on fera le lien avec Zoé Boudry de Santé Numérique pour avoir des réponses bien précises selon vos problématiques. Merci, bonne journée.